En bourse, on entend souvent parler d'un Apple, Tesla, Nvidia, mais est-ce que franchement aujourd'hui c'est là que se trouvent les meilleures opportunités d'investissement? Aujourd'hui j'aimerais te parler d'autre chose, un type d'investissement qui a beaucoup plus de potentiel, qui a d'ailleurs permis à des Warren Buffett, des Peter Lynch, Monish Pabrai et plein de grands investisseurs d'afficher des performances qui sont exceptionnelles dans leur portefeuille. Et ce type d'investissement, c'est ce qu'on appelle les small caps. Et aujourd'hui, elles ont jamais été autant sous-évaluées depuis 20 ans. On est vraiment dans un des records historiques et c'est particulièrement le moment de s'y intéresser cette année. Ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble déjà qu'est-ce qu'une small cap, pourquoi est-ce que les small caps sont ultra intéressantes aujourd'hui, et je te donnerai même des exemples de small cap dans lesquels soit moi-même je suis investi, soit que je suis à côté. Ok, alors on est parti. Déjà, voyons ensemble, c'est quoi une small cap concrètement? La première des choses, c'est que les entreprises en bourse, on peut les classer par capitalisation boursière. Donc en gros, des très grosses entreprises qu'on va appeler des méga caps, d'accord, donc des LVMH, Hermès, Apple, Nvidia, etc. Ensuite, on va avoir des large caps qui sont des grosses entreprises. Derrière, on va avoir des mid caps, puis des small caps qui sont des plus petites entreprises. Et encore plus petits, on a ce qu'on appelle des micro caps. La règle, c'est quoi? C'est que plus l'entreprise est petite, plus on dit qu'elle est risquée et plus elle a le potentiel d'être rentable. Pourquoi? Parce qu'une small cap, par exemple, qui vaut 200 millions, a beaucoup plus de chances techniquement de faire x10 et de passer à 2 milliards, qui reste une taille totalement raisonnable d'entreprise, qu'une entreprise comme Apple, par exemple, qui fait 3000 milliards, a moins de chances quand même de passer à 30 000 milliards. Donc voilà un petit peu la première des choses. Et donc une small cap, c'est une entreprise cotée tout simplement qui est valorisée à moins de 2 milliards de dollars. En France, on dit qu'une small cap est valorisée à moins d'1 milliard d'euros. Et j'aimerais aborder la première des choses, c'est qu'on a énormément d'idées reçues sur les small caps. On va penser déjà qu'une small cap, c'est ultra risqué, c'est ultra endetté, c'est vraiment une petite entreprise qui vit un petit peu sur la levée de fonds, comme on pourrait avoir sur une startup. Deuxièmement, on va se dire que c'est un peu du trading, c'est-à-dire que c'est une gestion active. Ok, il faut absolument l'investir investir maintenant, mais il faut revendre quand elle a pris 40%, faut peut-être revendre dans 6 mois, etc. Et la troisième chose, c'est qu'on va aussi se dire que c'est comme c'est une toute petite entreprise, elle est super nichée, elle est vraiment dans un pan, dans un secteur, dans un pays, etc. En fait, les small caps, c'est simplement des entreprises qui sont un peu moins grosses que les géants, mais qui ont quand même une belle marge de progression. D'accord? Et donc, on va voir justement tous les arguments qui montrent pourquoi les small caps sont intéressantes, particulièrement maintenant. Et tu verras qu'en fait, c'est des entreprises qui sont totalement normales et qui ont justement ce potentiel-là. La première des choses, c'est que les small caps ont un potentiel de croissance qui est beaucoup plus grand que on pourrait avoir chez des grosses entreprises. La marge de progression, en fait, tout simplement, elle est plus grande. Si je te prends le cas de Crocs, Crocs était d'ailleurs une small cap, ça en est plus une, c'est passé à une mid cap, mais justement parce qu'elle a fait presque x4 sur son chiffre d'affaires en seulement 7 ans. C'est une croissance qui est très forte et le potentiel de Crocs est encore très haut et donc elle peut continuer d'avoir beaucoup de croissance sur les prochaines années. À l'inverse, Coca-Cola, c'est une entreprise centenaire. Et finalement, elle a une augmentation de son chiffre d'affaires de 39% sur 7 ans. C'est-à-dire que Crocs a eu 500%, Coca-Cola a eu 39%. Alors, ces deux entreprises qui n'ont rien à voir en termes de secteur, c'est juste pour te parler un petit peu et te comparer des choses comparables, c'est-à-dire en termes de taille d'entreprise. En soi, c'est logique. C'est comme je te disais tout à l'heure, une entreprise par exemple comme Apple qui vaut 3000 milliards, qui est déjà vendue partout dans le monde, qui a déjà vendu tous ses produits à tous les consommateurs, c'est très compliqué pour elle de venir faire x2, x3, x5, x10 sur son chiffre d'affaires et surtout sur ses bénéfices. Alors qu'une entreprise qui est encore petite, qui a un marché devant elle, qui peut explorer énormément de possibilités, c'est forcément plus facile pour elle d'avoir une croissance qui est beaucoup plus forte. Donc comme la marge de progression est plus grande, le potentiel pour augmenter la valeur de l'action, forcément, il est aussi plus grand. La deuxième chose auquel on pense pas forcément, c'est que les small caps n'attirent pas les institutionnels. On va déjà commencer par définir ce que c'est un institutionnel. Un institutionnel, ça va être une organisation, une banque, une compagnie d'assurance, un fonds d'investissement, etc., qui va acheter et vendre des titres en grande quantité pour ses clients. Donc en gros, je te prends le cas par exemple de BlackRock, qui a plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion. BlackRock, c'est un institutionnel. Et donc c'est totalement différent de toi ou de moi qui vont avoir des centaines d'euros, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros à investir, mais finalement on va pas affecter le cours de l'action. Et en fait les institutionnels, ils peuvent pas investir dans des small caps parce que la capitalisation des small caps, elle est trop petite et il y a un gros risque de liquidité pour eux. Pour te montrer ça très concrètement, imaginons qu'une small cap soit valorisée à 200 millions de dollars, d'accord? L'institutionnel a potentiellement 10 milliards de dollars à placer. Et 10 milliards de dollars, c'est 50 fois la société.
Donc même si cet institutionnel rachetait 100% de la société, ce qu'il ne ferait pas, ça représenterait seulement 2% de son portefeuille. Et donc en fait, les institutionnels, c'est pas qu'ils profitent pas de l'opportunité des small caps, il va y avoir des institutionnels parfois chez les small caps, mais c'est que d'une manière générale, ils vont très vite avoir des problèmes de liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à acheter et du mal à vendre parce qu'ils ont trop d'argent. Et en plus de ça, les très gros institutionnels ne vont plus pouvoir au bout d'un moment investir dans les small caps parce que ça représente qu'une toute petite partie de leur portefeuille. C'est pour ça par exemple que Warren Buffett s'est énormément enrichi avec les small caps, mais qu'aujourd'hui il en achète plus tout simplement parce qu'il a trop d'argent à investir. À l'inverse, si je prends un investisseur particulier comme toi ou moi, on va avoir de l'argent à placer, mais imaginons qu'on achète une action à 10 000 euros, 10 000 euros ça représente 0,005% de la société. Et donc en fait ça va pas poser de problème de liquidité. Et c'est ça un des gros avantages des small caps, c'est que ça laisse la porte ouverte aux investisseurs particuliers et ce qu'on appelle les initiés, c'est-à-dire généralement les employés d'une entreprise. Et ça se matérialise très concrètement dans les actions. Si tu regardes le pourcentage d'institutionnels et initiés chez Apple, tu vois que Apple c'est plus de 60% d'institutions parce que c'est une très très grosse entreprise. À l'inverse, chez Kinetic Development Group, qui est une small cap chinoise, on voit qu'on a plus de 74% des actions qui sont détenues par des initiés, c'est-à-dire des employés de l'entreprise, en l'occurrence le PDG. Et je rappelle évidemment qu'une entreprise a beaucoup plus de chances d'être productive si ses employés sont eux-mêmes actionnaires. Je fais aussi un petit disclaimer, évidemment que parfois il y aura des institutionnels dans des small caps, évidemment que dans des grosses entreprises, il arrive qu'il y ait beaucoup moins d'institutionnels, comme LVMH, comme Hermès, etc. Mais généralement, quand on prend vraiment la moyenne des entreprises, clairement dans les grosses entreprises, il y aura beaucoup plus d'institutionnels et dans les small caps, il y en aura beaucoup moins. Et c'est logique en fait, à cause des problèmes de liquidité. La troisième chose, c'est que le marché des small caps est beaucoup plus volatile en fait. Et ça laisse des opportunités de marché. Déjà, ça commence par un truc tout bête, c'est que les small caps ont généralement moins de couverture par les analystes. Je te prends un cas concret encore une fois, Consun Pharmaceutical, qui est une small cap chinoise, elle a qu'un seul analyste sur Yahoo Finance. Et donc c'est très compliqué pour les gens de savoir si l'analyste a raison, pas raison, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. À l'inverse, Air Liquide, il y a 21 analystes. Au bout d'un certain nombre d'analyses, généralement, il y a des consensus, et ça fait que le cours de l'action, tout le monde est relativement d'accord sur son prix. Mais quand il n'y en a qu'un, ça laisse plus de doutes et donc plus de volatilité. Parce qu'en fait, moins de couverture d'analystes, ça entraîne beaucoup plus d'anomalies de marché et donc finalement des meilleures opportunités. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la notion de volume, de liquidité, etc. Mais dans l'ensemble, le marché des small caps, il est quand même plus volatile, d'accord? Et en fait, ça peut faire peur. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais est-ce qu'on est capable finalement d'encaisser moins 30%, moins 40% sur certaines actions? Mais en fait, cette volatilité, il faut la voir dans les deux sens. Les cours d'une action peuvent chuter très bas, tout comme ils peuvent monter très haut. Et finalement, nous, évidemment qu'on va faire attention au prix quand on achète une action. Donc quand les cours sont beaucoup trop hauts par rapport à la valeur intrinsèque, on va plutôt éviter d'acheter cette action. Et au contraire, on va profiter des moments où les cours sont bas par rapport à la valeur réelle de l'action, et donc profiter un petit peu des bonnes affaires de marché, entre guillemets, et surperformer sur le long terme. Je mets aussi un petit tableau d'une étude qui a été faite sur 93 ans, dont je reparlerai d'ailleurs un petit peu plus tard, mais qui montre que la stratégie des small cap value, c'est-à-dire le fait d'acheter des small cap et de faire attention à ce prix justement, c'est la stratégie qui est le plus rentable historiquement, en tout cas sur plus de 93 ans de données. C'est aussi la stratégie qui est la plus volatile qu'on peut retrouver juste là. Mais en fait, quand on fait le ratio risque, donc volatilité, rendement, on voit qu'on a le meilleur ratio historique sur cette stratégie. Et ça rejoint vraiment notre valeur de base, nous, qui est l'efficience dans un portefeuille, c'est-à-dire maximiser la rentabilité en cherchant le minimum de risque. Donc si ça t'intéresse, que tu es peut-être un petit peu perdu, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir en même temps. Regarde la formation gratuite que j'avais tournée, d'accord? C'est vraiment pour que tu aies un plan d'action très concret. Ok, je te détaille vraiment ma méthode, étape par étape, et ce que j'applique. Totalement gratuit, tu cliques sur le lien qui est juste en description de cette vidéo. Okay, la première des choses, c'est que quand tu regardes ce graphique qui compare les small caps par rapport aux grosses entreprises, donc ce qu'on pourrait retrouver dans le MSCI World, S&P 500, etc., en fait, elles sont beaucoup plus performantes sur le long terme. Les small caps, en moyenne, depuis 100 ans, ça aurait rapporté environ 12% par an contre 10% par an pour les grosses entreprises. Donc concrètement, $1 investi aurait rapporté par exemple 5 390 $ s'il était investi dans des grosses entreprises, et ça aurait rapporté 26 443 $, soit plus de 5 fois plus si c'était investi dans des small caps. Mais ça, c'est uniquement si on regarde la partie small cap. Si on regarde les small caps, mais qu'en plus de ça, on fait attention au prix, c'est-à-dire qu'on apporte une gestion un peu plus value, et là on a des performances qui montent jusqu'à 14,52%, et je précise, c'est une moyenne sur plus de 93 années de données. Donc 14,52% par an
avec en plus de ça le meilleur ratio risque-rendement. Et c'est pour ça que je reprends une phrase de Monish Pabrai qui dit qu'il y a une différence entre une bonne entreprise et un bon investissement. La plupart des gens vont faire l'erreur justement d'acheter les grosses entreprises qui sont à la mode, les Apple, les Nvidia, etc. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas forcément faire attention au prix auquel ils achètent l'action. Et en fait, le prix auquel tu achètes ton action, c'est ça ce qui est vraiment le plus important. Et c'est ça ce qui va te permettre d'avoir de bonnes performances sur le long terme. Tout comme ceux qui ont acheté LVMH par exemple et qui ont perdu 25% en un an. En soi, LVMH c'est une très bonne entreprise, c'est juste qu'ils l'ont acheté trop cher. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est déjà acheter des entreprises qui ont plus de potentiel, donc des small caps, mais surtout faire gaffe au prix pour mieux se sécuriser, pour éviter justement des pertes comme celle-là, et pour derrière justement profiter d'une encore meilleure performance sur la durée. Mais c'est pour ça que je vais te donner des exemples concrets justement à la fin de cette vidéo. La cinquième chose, c'est que ça permet à notre portefeuille d'être plus diversifié. En fait, les small caps, c'est beaucoup moins corrélé aux autres actifs comme les obligations, comme les matières premières, etc. Et donc, un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui doit se protéger, surtout dans une économie qui est en surchauffe, comme aujourd'hui aux États-Unis, on a atteint des valorisations qui sont extrêmement hautes. Et il faut particulièrement se protéger justement dans ces moments-là où on voit que des valorisations atteignent des sommets. On n'a pas forcément envie que de perdre 50% sur nos investissements, comme ça a pu être le cas pendant les subprimes ou pendant la bulle Internet. Et donc une bonne diversification, c'est quoi? C'est déjà diversifier les pays, diversifier les secteurs, mais aussi diversifier les tailles d'entreprise, donc les capitalisations. Parce qu'en fait, on se rend compte que les small caps, elles réagissent pas du tout de la même manière face aux récessions. Je te laisse mettre pause à cette vidéo si tu veux regarder tranquillement ce graphique, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois effectivement que les small caps, en fonction du moment de la récession, que ce soit avant ou après, elles vont pas réagir de la même manière face aux large caps. Par exemple, tu vois que 6 mois avant, elles vont réagir un tout petit peu moins bien, c'est-à-dire 0,20% de moins que les large caps, tandis que un an plus tard, elles vont réagir beaucoup mieux, c'est-à-dire plus de 10 points de plus que les large caps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver cet équilibre dans son portefeuille et se dire, ok, on a une bonne diversification pour justement éviter des fluctuations dans les cas de récession. Ok, maintenant je t'ai parlé des arguments, on va dire, un petit peu favorables au small cap, mais en fait, il y a une raison précise qui fait que particulièrement aujourd'hui, les small caps sont intéressantes. Alors oui, elles ont une moyenne de 12%, voire 14,5% par an en fonction des stratégies, etc. Mais particulièrement aujourd'hui, on est vraiment à un moment historique qui fait que tu dois vraiment t'intéresser au sujet. En fait, il faut bien comprendre que tout le marché actuel est surconcentré dans les grandes entreprises du S&P 500. On va avoir tous les investisseurs particuliers en fait qui vont investir dans ces entreprises-là, tous les investisseurs institutionnels, puis même la montée des ETF, etc. fait qu'il y a une énorme hype sur le S&P 500. Et ça, en fait, ça nous amène à un constat, c'est que les US sont à un plus haut historique en termes de valorisation. En fait, la valorisation des entreprises américaines, c'est-à-dire à quel point on les paye cher, c'est 2 fois supérieur à leur PER médian, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est presque à 38, alors que le PER médian est plutôt aux alentours des 17,5. Donc ça, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet où j'explique pourquoi moi j'investirais plus sur le S&P 500 en 2025. Mais ce que je voulais te partager ici, c'est que parfois, il faut savoir regarder de l'autre côté. Quand on a des économies en surchauffe, où tout le monde justement a profité de performances qui sont exceptionnelles pendant les 15 dernières années, et potentiellement, il y a un moment où tout est cyclique, et donc tout pour revenir à la normale. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un énorme crack, ça peut être plus insidieux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir potentiellement une économie un peu stagnante les prochaines années, ça peut totalement arriver, comme ça arrivait de 2000 à 2010. Et en fait, dans ces moments-là, il faut être capable de déceler les vraies opportunités de marché, c'est-à-dire les rivières en quelque sorte où personne n'est encore allé, mais il y a énormément de rentabilité à aller chercher. Et en fait, actuellement, quand tu regardes les small caps, on est à un record historique. Parce que si tu prends justement la valorisation des small caps par rapport aux grosses entreprises, on est à peu près à 0,7 fois celui des grosses entreprises. Et ça, c'est presque jamais arrivé qu'on soit aussi bas en 50 ans. Tu vois, le seul moment où on a atteint des valorisations comme celle-là, c'est justement pendant la bulle Internet des années 2000. En gros, ce graphique, comment il faut le lire? C'est que si tu es à 1, ça veut dire que tu es au bon prix. Si tu es à 0,7, ça veut dire que tu es moins cher. Et si tu es à 1,5, ça veut dire que tu es plus cher. Et là, on a une valorisation, forcément, qui est intéressante en ce moment. Et comme tu le vois, c'est toujours cyclique. Donc on a vraiment le prix de certaines actions qui se trouvent bien en dessous de leur valeur réelle. Je vais te donner justement quelques exemples juste après. Mais avant ça, j'aimerais terminer avec un dernier argument dont personne ne parle, et pourtant qui fait, je trouve, la force des small caps particulièrement aujourd'hui. C'est que les small caps, finalement, c'est un bon moyen d'investir dans les pays émergents.
Le potentiel de croissance des pays émergents, on le sait, il est beaucoup plus grand que le potentiel de croissance de l'Occident. Et pour la même raison, c'est que l'Occident arrive plutôt à une phase de maturité, tandis que les pays émergents sont encore en phase de croissance. On le voit d'ailleurs sur la croissance des PIB des pays émergents, elle est toujours beaucoup plus élevée, et c'est normal. Mais le problème, c'est que on pourrait se dire, bon bah les pays émergents ont beaucoup de potentiel, on va investir dans des ETF pays émergents et ce sera beaucoup plus simple. Mais le truc, c'est que les ETF investissent principalement dans des grosses entreprises parce que c'est pondéré par capitalisation. Et le problème des large caps, donc des grosses entreprises, surtout en Chine, c'est qu'en fait elles vont subir une surveillance et une réglementation qui est clairement accrue de la part du gouvernement, limitant parfois leur flexibilité et leur potentiel de croissance. Je te prends le cas de Alibaba par exemple, où on a le fondateur quand même d'Alibaba qui a disparu parce qu'il avait dit quelque chose qui n'a pas forcément plu au gouvernement. Donc la Chine a énormément de potentiel, mais quand il y a une entreprise qui commence à prendre de plus en plus de place en Chine et qui est une grosse entreprise, le gouvernement va un petit peu mettre son nez dedans, et donc investir dans des grosses entreprises chinoises, selon moi, c'est encore plus augmenter son risque géopolitique, gouvernemental, etc. Et donc là, en l'occurrence, particulièrement pour l'économie chinoise, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers des petites entreprises, des small caps, qui elles ont beaucoup plus de flexibilité parce qu'en fait, elles vont pas faire de l'ombre au gouvernement. Et donc c'est ce que je dis moi, c'est que investir dans ces pays en cherchant des valeurs qui sont sous-évaluées, selon moi, c'est une très bonne opportunité. Parce qu'on a une opportunité qui est double, c'est qu'on est dans des pays qui sont sous-évalués en ce moment parce que tout le monde va vers les États-Unis. En plus de ça, on diversifie. Donc on permet de réduire le risque, et en plus de ça, on peut investir dans des small caps, donc encore plus chercher un potentiel d'investissement. Et typiquement, je te prends juste un exemple, c'est Consune Pharmaceutical dont je te parlais tout à l'heure. Moi, c'est une entreprise que j'avais achetée à l'époque dans mon portefeuille perso small cap, et qui avec les dividendes réinvestis a fait plus de 136% de performance en 1 an et demi. Et cette entreprise, j'insiste, c'est pas une start-up révolutionnaire ou quoi, c'est juste une entreprise qui brasse du cash, qui est très rentable, et que j'ai acheté pas cher par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Et justement, pour te parler un petit peu d'exemples concrets de small cap, etc., la première des choses, et je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet si tu veux, c'est qu'on va avoir tendance à chercher les small caps sur internet, à demander à ChatGPT et à essayer un petit peu de voir les small caps que tout le monde recherche. À titre personnel, moi je pense que c'est une erreur, je pense que la majorité des opportunités ne se trouvent pas forcément dans les small caps auxquels on pense. Et c'est pour ça que je vais te présenter d'autres types de small caps, d'accord, que moi je surveille. Je précise évidemment que c'est pas un conseil en investissement et aussi que c'est pas forcément des entreprises dans lesquelles je suis investi ou même dans lesquelles je serais investi. C'est simplement des small caps que je surveille. Et moi, je prendrai ma décision en fonction de si elles ont une bonne tendance et si elles sont assez sous-évaluées pour moi. Et si elles ont une assez grande marge de sécurité pour que justement je m'y retrouve dans cette efficience, c'est-à-dire de maximiser mes performances en minimisant le risque que je prends. Le premier exemple, c'est China Shineway Pharmaceutical Group, qui est justement un concurrent de Consune Pharmaceutical. En gros, c'est une small cap chinoise qui fabrique et qui vend des médicaments en combinant des plantes, donc c'est médecine on va dire plus traditionnelle, avec des technologies qui sont modernes. Ça c'est une small cap que je surveille, qui a été dénichée d'ailleurs par un de nos élèves. Bon, aujourd'hui j'ai pas de raison apparente d'investir dessus parce que j'ai déjà Consune Pharmaceutical que j'ai acheté à un prix qui est beaucoup plus avantageux. Mais en tout cas je la surveille quand même parce qu'elle brasse du cash, elle a une valorisation qui est intéressante, donc elle est dans ma liste. La deuxième entreprise c'est Betsson AB. Betsson AB, ça va être une small cap suédoise qui est spécialisée dans les jeux en ligne, les casinos, les paris sportifs, etc. En fait, c'est un petit peu une concurrente justement d'Evolution AB dont j'avais parlé dans ma bourse aux lettres. C'est juste que c'est une entreprise qui est un petit peu plus petite. La troisième entreprise, ça va être Zen Game. Donc là, c'est une small cap chinoise qui va être spécialisée dans le développement des jeux mobiles en Chine, qui a aujourd'hui plus de 600 millions d'utilisateurs au total sur tous ces jeux. Selon moi, Zen Game, c'est une entreprise qui a un potentiel qui est énorme, qui encore une fois fait énormément de cash, qui a une valorisation qui est vraiment très intéressante, mais forcément, comme toujours, il y a cette incertitude, il y a l'incertitude évidemment de tout ce qui est gouvernement chinois, etc. Et puis il y a l'autre incertitude, c'est sur la prévisibilité des revenus de Zen Game. Mais en tout cas, moi, c'est une entreprise qui est dans ma liste des actions que je surveille. Je t'en donne une dernière qui s'appelle Grange Resources, d'accord? Donc Grange Resources, tu verras, c'est très basique. De toute façon, nous, on est partisans de plus c'est simple, plus c'est rentable. Et donc en fait, Grange Resources, c'est très simple. C'est une small cap australienne qui est spécialisée dans l'extraction de minerais de fer et dans la production de pellets. Donc on dirait pas, mais c'est une entreprise qui est vachement simple et pourtant qui brasse énormément. En plus de ça, ça permet justement de diversifier à la fois le secteur, à la fois le pays. Donc ça, c'est pareil, c'est un type d'entreprise aussi que je surveille. Encore une fois, je te donne que quelques exemples. Je t'invite évidemment à faire tes propres recherches sur chacune de ces entreprises avant de prendre une décision d'investissement, d'accord? Mais n'hésite pas en tout cas à creuser un petit peu le sujet, même à les mettre dans ta watchlist, essayer de les analyser et les garder de côté en tout cas jusqu'à ce que tu vois que pour toi, le prix est intéressant par rapport au potentiel que ça a sur tes investissements et sur ton portefeuille. Pour conclure un petit peu ça, c'est que les small caps, clairement, ça peut être une vraie opportunité pour compléter ton portefeuille, surtout en 2025. Parce que oui, des actions qui versent plus de 20% de dividendes par an, ça existe.
Des entreprises qui ont encore un potentiel de croissance de 15% par an, ça existe aussi. Et des small caps qui sont particulièrement sous-évalués en ce moment, bon, voilà, ça on le voit et je pense que tu l'as vu tout le long de cette vidéo, bah, en fait, qui ont vraiment un gros potentiel les années à venir. Je suis intrinsèquement convaincu qu'il faut vraiment s'intéresser au sujet des small caps aujourd'hui. Premièrement, pour se sécuriser, surtout quand on voit la surchauffe des marchés actuels, mais deuxièmement aussi pour être capable de déceler un peu les opportunités de marché qui arrivent, particulièrement là. Je précise quand même que attention, c'est pas magique, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est une small cap que le potentiel est décuplé. Il faut évidemment pas faire n'importe quoi. Donc si tu as des questions ou quoi que ce soit, bah déjà n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu veux que je fasse une vidéo sur un sujet ou quoi que ce soit, bah moi c'est toujours avec plaisir, hein, je suis très preneur des commentaires à chaque fois. Et si tu veux accélérer, si tu veux implémenter cette stratégie, construire un portefeuille qui est efficient, entre autres grâce à des small caps, prends un appel d'audit avec nous, on fait le point un petit peu sur ta situation, de voir un petit peu où tu en es, etc. Et on verra ensemble justement si on peut t'aider et comment on peut t'aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit like, hein, ça apporte toujours de la force. Et on se dit à très vite. Ciao!